Monsieur Fouché, les relations entre la Macédoine et la Bulgarie sont toujours tendues, malgré l'accord qui n'était pas juste pour la Macédoine. Et vous êtes conscient de ça? Oui, enfin, faire une réponse en un commentaire et une réponse en 2 temps, si vous voulez. D'une façon générale, je regrette que la Commission européenne ait laissé entrer des considérations nationales dans les processus d'élargissement. Autrefois, on a adapté avec, en 1993, les critères de Copenhague parce qu'on avait un élargissement en direction des anciens pays satellites de l'Union soviétique, qui n'étaient pas démocratiques, qui n'avaient pas d'état de droit, qui n'étaient pas dans l'économie marché. On a créé les fameux critères de Copenhague. Mais là, ça a commencé avec la Slovénie sur la frontière maritime du golfe de Piran. Après, il y a eu évidemment cette prise d'otage de votre pays par la Grèce pendant une quinzaine d'années. Vous avez donc perdu 15 ans. Et là, maintenant, on voit que la Croatie a envoyé un message à la Suède et à la Finlande sur l'élargissement de l'OTAN, avec une condition qui est qu'il y ait une pression de la Suède et de la Finlande pour améliorer le sort de la minorité croate en Bosnie. Moi, je trouve personnellement, comme expert, comme analyste, je parle à titre personnel, que c'est inacceptable. C'est un détournement des processus d'adhésion. Moi, j'avais travaillé là-dessus dans les années 90, par exemple, à propos de la Hongrie, de la Slovaquie, de la Roumanie, parce que là, il y avait des tensions. Et on avait dit aux Roumains et aux Hongrois ou aux Slovaques que le chemin de Bruxelles passait par Budapest, Bucarest et Bratislava, c'est-à-dire qu'ils devaient d'abord se mettre d'accord entre eux pour un traité de frontières, une fois pour toutes, et de protection des minorités, avant si vous voulez, de faire le chemin de négociation. Mais là, pour employer une expression un peu familière, on est coincé. Parce que c'est un État membre, votre voisin de l'Est, qui utilise le fait d'être dans l'Union européenne pour compliquer et retarder encore votre processus d'adhésion. Alors ça, c'est le point de vue, si vous voulez, de l'expert et de l'analyste. Alors maintenant, moi, je crois que, puisque cet accord qui est à l'origine, non pas une initiative de la France, mais une initiative de la présidence française du Conseil, soutenue tout de suite par les Allemands. On a réussi à lever un veto bulgare, on a quand même avancé, mais là, il y a cette condition sur le statut de minorité. Je ne connais pas exactement les chiffres, mais c'est quelques milliers de personnes. Ça concerne quelques milliers de personnes, et non pas ceux qui ont des passeports, qui sont plus nombreux. Et je crois que votre pays a accepté pour cette année cette condition d'octroi d'un statut de minorité. Et donc, mon conseil, c'est de voir votre intérêt national. Et quelquefois, l'intérêt national, autre expression française, consiste à avaler des couleuvres. C'est-à-dire, on accepte des choses avec lesquelles on est sur le fond pas d'accord, mais on a votre intérêt. C'est quoi votre intérêt? C'est de ne pas rentrer dans une espèce de tunnel qui va vous faire perdre encore 15 ans ou 10 ans. Vous voyez, c'est quelquefois le pragmatisme, mais je suis très désolé de dire ça, parce que j'ai l'air de donner des conseils comme un vieux sage, c'est pas ça. Il ne faut plus perdre de temps. Il ne faut plus perdre de temps dans cette région. On a perdu trop de temps à cause des mouvements nationalistes, etc. Il est essentiel qu'un accord politique soit trouvé pour régler ces questions une fois pour toutes, et que vous puissiez engager le processus d'adhésion. Il ne faut surtout pas être dans une situation où vous allez encore perdre 10 ans. Ça, c'est vraiment pas votre intérêt.
Et moi, je reviens ici, c'est la 3e fois que je viens à Skopje. Je suis venu la première fois en 1994, invité par une faculté, puis j'ai beaucoup visité Tetovo, Ried, etc. C'était l'époque des tensions. Vous avez beaucoup progressé depuis 29 ans. Je suis revenu en 1999, expliquer la position de la France au président Gligorov, à son équipe, à son gouvernement, lorsque, après tous nos efforts pour avoir un règlement d'autonomie substantielle au Kosovo, on a été obligé de se rallier à l'action militaire. Je suis venu expliquer ça, j'ai été entendu. Et là, je reviens et je vois tous ces changements. Vous voyez, c'est formidable. L'européanisation est en cours, en fait, dans la société, dans les voyages, dans l'ouverture, la liberté qu'on respire ici. Donc, surtout, il ne faut pas vous laisser enfermer dans une nasse, quoi. Votre intérêt national, c'est de régler cette question cette année. Oui. Les noms des clubs bulgares, vous savez, sont des collaborateurs fascistes, et du tsar Boris aussi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous savons qu'ils étaient évidemment occupants fascistes en Macédoine, et ils nient des faits des Bulgariens. Oui. Alors moi, je ne connais pas le détail de l'histoire, mais je crois que, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai écrit en France en mai, j'ai publié en mai de l'année dernière, le premier livre qui a été publié en France, en français, sur la guerre d'Ukraine. Et ça m'a amené à réfléchir à la fois à la construction européenne, qui n'est pas seulement la mise en place d'un état de droit, que Jean Monnet disait que les institutions duraient plus longtemps que les hommes. Je crois vraiment à ça. Ou les traités. Les institutions, ça dure plus longtemps que les individus. La construction européenne, c'est pas seulement un grand marché, même si c'est nécessaire, parce qu'il fallait assurer la relève économique, la reconstruction, et d'une certaine façon, dans cette région de l'Europe dite balkanique, moi je préfère parler d'Europe du Sud-Est, on est un peu en reconstruction, en réorganisation. Mais il y a plus que ça. Dans la construction européenne, c'est un processus de réconciliation entre des États et entre des sociétés. Ça a commencé avec le franco-allemand, sous pression américaine. Sous pression américaine. Le département d'État a beaucoup encouragé Robert Schuman à faire sa déclaration de 1950. Tout le monde a oublié ça. Après, il y a eu le germano-polonais. C'était très compliqué, le germano-polonais, après 1991. Vous imaginez comment, en Pologne, on perçoit l'Allemagne. Le passé, tragique, les crimes, les destructions. Varsovie a été détruite. Et donc, les Polonais et les Allemands nous ont demandé à nous, Français, de les aider. Et on a inventé ce qu'on appelle le triangle de Weimar. Donc, processus de discussion, de réconciliation, commission d'historiens, mais des vrais historiens, pas des propagandistes, hein, pas d'anciens nazis. Hein. Et puis ensuite, il y a eu la question de l'Ukraine. Les relations entre la Pologne et l'Ukraine ont toujours été tragiques dans l'histoire, parce que la Pologne a colonisé l'Ukraine de l'Ouest. Et puis il y a eu les massacres réciproques en 1942-1943 entre Polonais et Ukrainiens. En 1945, il y a eu l'opération Vistule de déportation de la minorité ukrainienne vers les zones reprises aux Allemands. Celui qui était en charge de ça était un capitaine nommé Jaruzelski, devenu dirigeant. Et un jour, j'ai eu une très longue discussion avec le président Kwasniewski qui m'a expliqué qu'ils avaient choisi tout de suite de reconnaître les frontières de la Lituanie et de l'Ukraine. Pourquoi ? Pour éviter que des nationalistes polonais ne revendiquent de nouveau Vilnius et la Galicie. Et ils ont entamé un processus de réconciliation malgré les contentieux du passé. Quand on va plus vers l'Est, il y a ce que j'appelle en français une butée. Il n'y a rien de possible de ce genre entre Polonais et Russes. Et aujourd'hui, malheureusement, entre Ukrainiens et Russes. Parce que, du côté de la Russie, il y a un refus complet
de l'examen critique du passé. Il y a une réécriture de l'histoire par l'ancien ministre de la Culture, Medinsky, pour réhabiliter Staline. Cet homme défend des thèses tsaro-staliniennes. On a fermé Mémorial quelques semaines avant le 24 février 2022. Quand j'ai vu ça, je me dis, ça c'est le signal. C'est le signal de la guerre. Donc là, il y a un mur. Il y a un mur, mais un mur, si vous voulez, intellectuel, politique. Donc, la construction européenne, en dehors des processus d'adhésion, des transformations institutionnelles, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui est l'examen critique du passé. Chacun chez soi, et éventuellement de manière bilatérale, par des commissions d'historiens, mais des historiens indépendants, des historiens professionnels, pas des militants cachés. Vous voyez, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une conviction très très forte. Je l'ai construite quand j'ai été appelé à communiquer chez vos collègues en France, en Suisse, en Belgique, vos collègues de télévision, avec des gens sérieux qui s'intéressent à ces questions. Et donc là, si certaines dispositions, parce qu'il y a un traité avant qui, je ne connais pas les détails, mais si c'est inacceptable, il faut les refuser aussi. Vous voyez, enfin, en même temps, il y a la question de la minorité, ça c'est une affaire, j'en ai déjà parlé, mais on ne peut pas laisser n'importe qui faire dérailler un processus d'examen critique du passé. Et si on refuse l'examen critique du passé, là c'est mauvais signe. Surtout de la part d'un État de l'Union européenne. C'est inacceptable. Oui. Je ne peux pas dire plus. Et là, je parle en chercheur, si vous voulez, mais en citoyen européen. Et on voit à quel point c'est fragile, tout ça. Il ne faut pas souffler sur les braises. Il y a encore des braises, il ne faut pas souffler sur les braises. Il faut les éteindre en parlant, de préférence de manière bilatérale. On voit même entre la Pologne actuelle et l'Allemagne, c'est compliqué. Mais s'il n'y avait pas eu, avec Kwasniewski, c'est lui qui a porté ça, ancien dirigeant communiste très ouvert, par ailleurs, très sympathique, et la revue catholique Kultura polonaise, très influente, ils ont tout de suite compris que les nationalistes polonais pouvaient revendiquer Vilnius, la moitié de la Lituanie et l'ouest de l'Ukraine. Et ils savaient que c'était catastrophique. Ils les ont empêchés de faire ça. Vous voyez ? Et donc, il faut espérer que chez le voisin de l'Est, il y ait des gens capables de dire « stop, on est moderne, on regarde vers l'avenir et on réalise cet examen critique du passé ». Vous savez qu'il faut s'excuser pour la déportation des Juifs. Alors ça, c'est une autre affaire. Moi, quand j'étais ambassadeur de France à... Les Bulgariens. Oui. Et quand j'étais ambassadeur de France en Lettonie, la question de la collaboration de milices lettonnes à la déportation des Juifs a été abordée. Et là, c'est le Congrès des États-Unis qui a dit aux Baltes, s'il n'y a pas de commission nationale d'historiens qui traite de cette coopération de milices nazies ou de Waffen-SS dans la déportation des Juifs, il n'y avait pas de camp d'extermination dans les Pays-Bas, mais il y avait des camps de concentration. Vous n'entrerez jamais dans l'OTAN. Et tout de suite, ils se sont mis à faire le travail d'examen critique de leur passé sur cet aspect-là. Et l'initiative venait du Congrès des États-Unis, mais les ambassadeurs de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Suède accompagnaient ce processus. On demandait des comptes rendus réguliers des travaux. Chaque année, la commission des historiens rendait compte de ces travaux. Et je me souviens une fois être allé en plein hiver dans une clairière, en pleine forêt, il faisait -20, avec la présidente, quelques ambassadeurs, dans un lieu où il y avait une gare où on déportait les Juifs. Il y a eu ce travail de mémoire, comme disait Simone Veil, une grande dame, un travail de mémoire qui a été fait. C'est indispensable.
C'est indispensable. Et donc là, si vous voulez, c'est des choses qu'on sait faire, il y a des précédents. Et donc on ne peut pas laisser, vous voyez, des dérives ou des... Ça, c'est un processus strictement national. Chacun doit faire le travail chez soi. Il ne doit pas y avoir d'interférence extérieure dans ces affaires-là. C'est un travail... Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Regardez en France, on a eu beaucoup de mal. C'est le président Chirac, le premier, qui a dit que l'État français avait collaboré dans des rafles, 25 000 personnes. Il a fallu attendre le président français. Donc il a dit ça 52 ans après, 55 ans. Donc, comme ça prend du temps, il faut s'en occuper tout de suite. C'est vraiment les deux aspects. Examen critique du passé en bilatéral, examen critique des crimes, des dérives, au plan national. Quelles que soient les personnes concernées, évidemment. Oui. Mais maintenant, on relâche des criminels. Dans certains pays, on relâche des criminels de guerre. Moi, je crois beaucoup, je viens d'écrire un article là-dessus avec un magistrat, au rôle de la justice. Il n'y a pas que l'état de droit, il y a la justice. Il faut, quelque part, qu'il y ait ce travail de justice qui est en cours actuellement. La France est très engagée avec les gendarmes, les magistrats, avec les Anglais, avec les Allemands en Ukraine, sur cette question de la justice. La réconciliation, l'examen critique du passé, la justice, c'est ça la vraie condition de la sécurité, c'est pas l'OTAN. C'est la vraie sécurité. C'est ça. Et les valeurs. Bien entendu. Mais voyez, ça se construit. Et en tant que Français, je parle avec modestie parce que je vois à quel point c'est difficile. Regardez encore aujourd'hui notre relation, la relation de la société française avec l'Algérie. C'est pas réglé. Il y a des commissions d'historiens. On commence à échanger des archives. Ça va prendre des années. Mais le travail est commencé. Vous voyez, ce qu'il faut refuser, c'est les otages et les réparations. Il faut refuser tout ça. Mais c'est des sujets qui sont centraux, ils sont d'autant plus importants qu'ils sont aussi aujourd'hui symboliques. Vous voyez ? Mais c'est ça, la sécurité, c'est ça. Comment voyez-vous l'accord entre la Serbie et le Kosovo en Ohrid? Écoutez, moi, j'étais pas à Ohrid. Au moins, on parle. C'est déjà bien. Oui. On parle. Vous pouvez analyser. Voilà. On parle. Comme disait Churchill, mieux vaut it's better to talk than to jojo. Coup de menton. J'ai l'impression que du côté serbe, on n'a rien signé du tout. Oui. On n'a rien signé. Vučić a refusé de voilà, signer. Il n'a rien signé. Du côté albanais, on s'est un peu calmé parce que le dirigeant albanais a eu quand même des positions extrêmement radicales quand on regarde le passé. Moi, je ne connais pas les détails, mais enfin, quand j'étais conseiller du ministre des Affaires étrangères, membre de son cabinet, je m'occupais beaucoup de ces questions balkaniques. J'ai été très actif dans le processus de Rambouillet, on a échoué, mais on a essayé quelque chose. Et puis après, il y a eu une transition électorale en Serbie. C'était le but. Bon, entre-temps, il y a eu ces bombardements malheureux, mais on n'avait plus le choix. Bon, c'est comme ça. Ça laisse des traces, mais c'est comme ça. Après, il y a eu un changement de régime. Donc déjà, c'est bien qu'on continue à parler. C'est bien que l'Union européenne, avec Joseph Borrell, soit active, parce que c'est aussi sa responsabilité. Il y a encore 5 États de l'Union européenne qui ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo pour des raisons internes, strictement internes.
Alors qu'en fait, ce n'est pas comparable. Hein. Je veux dire, la question catalane n'a rien à voir avec la question Kosovo-Serbie. Hein, alors Chypre, c'est un peu plus compliqué, la Slovaquie, enfin, la Roumanie, bon, très bien, mais enfin, quand même, on n'en est pas là. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail des deux côtés à reconnaître la réalité. Alors, Joseph Borrell parle de normalisation. Est-ce que ça conduit à une reconnaissance de facto? Sinon de jure, il y a beaucoup de formules diplomatiques où on se contente du de facto. Hein. Pourquoi pas? Simplement, à Belgrade, on cherche toujours à faire monter les enchères. Et là, je reviens à la question de départ, c'est que votre pays est aussi plus avancé que la Serbie dans le processus d'adhésion. Et vous irez beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'il faut débloquer ce truc-là. Vous irez beaucoup plus vite. Ça prendra quelques années, et surtout qu'à cause de la guerre d'Ukraine, dans l'Union européenne, à Paris, à Berlin, à Rome, on a redécouvert les Balkans, l'Europe du Sud-Est, et on s'est dit, zut, on ne peut pas les laisser tomber. Lorsque les Ukrainiens, l'année dernière, en mars, juste après le début de la guerre, ont dit on va être candidat, on va faire reconnaître le statut de candidat. En France, je parle de quelque chose dont j'ai fait partie directement. Il y a eu trois remarques. On ne peut pas faire adhérer un pays en guerre. Oui, ça c'est vrai. Il y en a d'autres sur la liste d'attente, c'est-à-dire vous, les Balkans occidentaux. Puis il faut réformer les modes de décision, notamment sortir de l'unanimité dans toutes les décisions les plus importantes, ce qui est vrai. Et puis les commissaires, etc. etc. Bon. Et moi, j'ai été consulté et j'ai dit il faut absolument envoyer un message de solidarité avec les Ukrainiens, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de soutien militaire au printemps 2022. Famille européenne, ça existe. Il faut leur dire oui. Et en même temps, il faut créer une structure qu'on a appelée Communauté politique européenne, qui n'est pas une salle d'attente, qui n'est pas une voie de garage, qui n'est pas une impasse, qui est un lieu où candidats, pays membres, pays qui sont sortis, le Royaume-Uni, pays que ça n'intéresse pas comme la Suisse ou la Norvège, on parle ensemble des sujets communs, essentiellement sécurité, énergie, santé, etc. On en parle ensemble. Alors on a commencé à Prague, Chisinau, après ça sera Grenade, et puis ça sera les Anglais, ce qui est formidable. On en parle ensemble, et moi j'avais dit une condition dans une note que j'ai fait circuler vers le haut, égalité des conditions. Candidat, pas candidat, membre de l'Union, pas membre de l'Union, pas encore, jamais, grand, petit, riche, pauvre, égalité des conditions. Alexis de Tocqueville, égalité des conditions. On se met tous autour de la table, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, on parle de sujets d'intérêt commun. Pourquoi je soutiens ce processus de communauté politique européenne? C'est parce que il est différent du processus. Le processus d'adhésion, c'est un parcours du combattant. Hein, et on a le droit à la parole une fois qu'on a passé l'examen final. Hein, on a son diplôme et on a le droit à la parole. Là, compte tenu des enjeux géopolitiques et stratégiques en Europe, on n'a pas besoin ici, à Skopje, on a des idées sur les questions de sécurité. On n'a pas besoin d'attendre 10 ans pour avoir le droit à la parole. Moi j'insiste beaucoup là-dessus. Et il ne faut pas institutionnaliser c'est un forum. Ça ressemble un peu au G20, si vous voulez. D'ailleurs, je trouve qu'un jour, puisque c'est une fois dans un pays candidat, dans un pays de l'Union et une fois à l'extérieur, je trouve que ça serait très bien qu'il y ait, si on pouvait imaginer, une réunion de la communauté politique européenne à Skopje. Je trouve que votre gouvernement devrait se mettre sur la liste. Après les Anglais et les Polonais,
Pourquoi pas? Vous voyez, on va le faire en Moldavie. Vous vous rendez compte du soutien que ça apporte à cette présidente formidable de Moldavie, à son ministre des Affaires étrangères, qui est un chercheur, Popescu. Vous voyez, on discute autour de la table. Ce n'est pas une machine nouvelle, c'est un complément. Donc voilà ma conception de la communauté politique européenne, et je crois savoir qu'ici, vous trouvez que c'est une bonne idée. Donc on devrait la réunir à Skopje dans 2 ans, 3 ans. Vous vous rendez compte? Oui. Et Vučić, il est toujours très proche de Poutine, grand ami avec Poutine. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le président du Kremlin, le président de la Russie, moi je le dis, le locataire du Kremlin, il a cultivé les amitiés depuis longtemps. Cette agression russe, ça fait des années qu'il la prépare. Ça fait des années. Et donc il y a plusieurs niveaux de préparation. Mais il y a les réseaux, il y a l'Église orthodoxe, il y a les gens qui écrivent en cyrillique, il y a le grand ami chinois qui est aujourd'hui à Moscou, hein. Il y a les Saoudiens pour le pétrole, et l'OPEP. Bon, très bien. Il y a le Mali, il y a le Nicaragua, la Corée du Nord, l'Érythrée, la Syrie. Ça, c'est vraiment des références extraordinaires. Hein, la Syrie, le Nicaragua, l'Érythrée. Bon, très bien. Donc il a cultivé les amitiés et les relations. Je crois qu'il ne faut pas... Moi, j'ai fait un travail là-dessus. Nous avons créé, il y a 2 ans, à l'Institut des hautes études de défense nationale, un forum stratégique Balkan. Il y avait des représentants de chaque pays. Et j'ai fait un exposé sur ce sujet. On surestime complètement l'influence russe dans la région. Mais c'est de la propagande. Alors, il y a des intérêts économiques avec Gazprom, il y a les liens, médias. Mais c'est surtout la propagande et les médias. De même qu'on surestime... Alors, il y a une influence turque, il y a une influence chinoise essentiellement économique avec des catastrophes comme au Monténégro, des catastrophes financières. Donc là, c'est l'Union européenne qui doit payer. Il y a Huawei, évidemment, à Belgrade. Bon, il y a des faiblesses, on a bénéficié, ces pays extérieurs ont bénéficié du désintérêt relatif européen. Il y a les Émiratis qui investissent dans l'immobilier sur les rives du Danube, ou qui ont acheté 49% d'Air Serbia, etc. Très bien. Mais c'est très bien. Moi, ça ne me dérange pas du tout que les pays aient diversifié leurs relations. Enfin, quand on regarde le commerce extérieur de la Serbie, c'est essentiellement l'Union européenne. Et ça, c'est quand même le critère. Hein. Et les intérêts économiques, la diaspora, tout ça, c'est l'Union européenne. Donc, à un moment, il faudra arrêter de faire du chantage. Il faudra arrêter. C'est chantage. Ah, il y a du chantage, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, à notre égard. Et vous comprenez, l'Union européenne est généreuse, elle est riche, et elle ne se pense pas comme une puissance. Donc, on a l'impression qu'on peut la... Évidemment, on est faible par rapport à des autocraties. Une autocratie, ça peut être efficace. Mais moi, j'ai réévalué à la baisse le poids des influences extérieures. On voit très bien, c'est aussi de la part de ces États un peu de chantage aussi. Sur le thème, il n'y a pas que la Serbie. Si vous ne nous aidez pas, on va se vendre aux Russes, aux Turcs, aux Chinois, aux Émiratis. Oui, bon, so what? Voilà. Alors, c'est vrai que l'Union européenne communique mal. L'Union européenne devrait aussi modifier ses procédures d'adhésion, négociation d'adhésion. On devrait travailler beaucoup plus par étapes
hein. Et encore une fois, on devrait associer les États candidats déjà à certaines formations ministérielles, à certains conseils sur des sujets thématiques quand le pays a suffisamment progressé. Par exemple, vous êtes dans l'OTAN, vous faites des efforts de défense, ben pourquoi pas être associé à un conseil défense affaires étrangères? Pourquoi attendre la fin du processus? Je crois que l'Union européenne, vous comprenez, son histoire, j'ai parlé de l'histoire des drames du passé, des tragédies, des crimes, mais c'est aussi le produit d'un contexte géopolitique. L'Union européenne, c'est un produit de la guerre froide. C'est le produit de l'investissement américain pour favoriser la réhabilitation d'Allemagne, la démocratisation d'Allemagne et la réconciliation franco-allemande et franco-italienne et germano-italienne, enfin surtout franco-italienne et franco-allemande, et hollando-allemande aussi. Hein. Et aujourd'hui, les circonstances ont changé. Donc l'Union européenne ne peut pas continuer à traiter les pays candidats avec les procédures du temps de paix. Hein. C'est des procédures par beau temps, si vous voulez. Hein, comme disait De Gaulle, les diplomates, c'est par beau temps. Quand il pleut, ils ouvrent le parapluie. Là, il ne faut pas qu'on ouvre le parapluie. Hein. Il faut qu'on modifie nos procédures. Il faut accélérer en réalité les procédures pour des pays comme le vôtre. Il faut accélérer les procédures et avoir des étapes par paquet de chapitres, des étapes. Et dès que vous avez atteint une étape dans certains domaines, je ne sais pas, le cyber, là aujourd'hui on a une conférence sur le cyber. Pourquoi attendre 10 ans pour vous écouter sur le cyber? Vous avez beaucoup de choses à dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait qu'on soit beaucoup plus pragmatique, il faut qu'on raccourcisse les procédures d'adhésion, sans baisser les exigences. Mais les exigences, elles sont surtout autour de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs. C'est Montesquieu, la séparation des pouvoirs. C'est ça la démocratie, la séparation des pouvoirs. La principale exigence, elle est là. L'économie, ça suit son cours. Et quand on regarde, moi, à chaque fois, j'aime beaucoup voyager, je regarde toujours les tableaux d'affichage des arrivées et des départs. Quand vous regardez sur une journée, vous voyez tout de suite avec qui votre pays a des relations. Tout de suite. Hein, plusieurs vols pour Istanbul, Zurich, mais aussi Pristina, Belgrade. Vous voyez, tout ça, c'est très intéressant, ça. New York, ça donne une image de vos relations. Donc ça suit son cours, pas avec la globalisation. Mais l'effort, c'est l'état de droit. C'est ça, l'effort à faire, et la sécurité. Moi, je vois 2 axes d'effort, état de droit, sécurité. Ok, merci. Merci beaucoup pour l'interview. Je vous en prie, merci à vous. Je suis très honoré d'avoir cette tribune.